Quasi-interdiction de l'IVG en Pologne, recul des droits sexuels et reproductifs en Amérique centrale et sur les États-Unis, propagande et actions homophobes en Europe centrale et de l'Est. La liste est longue des attaques contre le droit des femmes et des personnes LGBTQI+. Par qui et comment? Un livre explore les origines des mouvements fondamentalistes religieux, de ces croisées de la contre-révolution. Bienvenue dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bienvenue à vous. Et oui, ce soir, nous devisons autour d'un livre, celui de François. Bonsoir François Fink. Bonsoir. Les croisés de la contre-révolution, donc, que vous venez d'éditer aux éditions Liberté. J'écris ton nom du Centre d'Action Laïque. François, vous êtes chargé de plaidoyer dans les affaires européennes et internationales au CAL, titulaire d'un doctorat en droit international de l'Université de Strasbourg. Et avec nous, pour faire rebondir justement vos réflexions et aller un petit peu plus profondément, nous avons le grand plaisir de recevoir Cécile van der Pelen. Vous êtes professeure d'histoire à l'ULB et vous êtes aussi chercheuse au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, un centre donc de recherche de l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Alors François, on va d'abord commencer, Cécile, normalement honneur aux femmes, mais là, on va quand même donner la parole à François parce que lui va nous poser les bases de ce livre. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre qui est très, je dirais pas facile, parce qu'on apprend un tas de choses et il faut quand même s'y plonger, mais enfin qui est abordable et qui nous apprend un tas de choses. Vous êtes reparti sur les origines de ces mouvements, des croisés de la contre-révolution. Qui sont-ils et quelles sont les origines que vous avez étudiées? Eh bien, tout d'abord, j'ai choisi de m'intéresser à ce sujet et d'en faire un livre assez court et assez informatif, je l'espère du moins, car ce sont des mouvements qui sont assez peu connus du grand public, même s'ils agissent ouvertement. Ils ont des sites internet, toutes ces informations sont disponibles assez facilement finalement. Mais ce sont des mouvements qui sont assez peu connus et qui essayent d'avoir une influence sur le droit, sur la politique, donc sur nos vies à la fin dans les sociétés européennes. Donc d'où mon intérêt pour ce sujet, surtout en tant que chargé de plaidoyer, comme vous l'avez dit, au Centre d'Action Laïque, où je m'occupe des affaires européennes et internationales. Autrement, donc les origines, en cherchant de manière un peu plus approfondie, je me suis rendu compte que les origines profondes de ce mouvement sont liées à une réaction conservatrice qui est plus ou moins simultanée, pas exactement, mais enfin on a une convergence de réactions conservatrices dans les trois grandes dénominations chrétiennes. Ça concerne principalement certaines églises protestantes, mouvements protestants évangéliques aux États-Unis. Aussi une certaine réaction conservatrice au sein de l'Église catholique. Et finalement, le troisième, chez les orthodoxes également, une renaissance de l'Église orthodoxe et son alliance avec le pouvoir en Russie. Donc on pourrait dire USA avec l'exemple type il y a quelques années de Donald Trump, le Vatican avec un Jean-Paul II qui était très charismatique mais qui était lui aussi très conservateur, et puis les valeurs chrétiennes de Vladimir Poutine. En gros, c'est ces trois fondements-là, origines-là que vous avez étudiés. On va rebondir l'un et l'autre. Cécile van der Pelen, où en sont justement pour vous, dans le centre de recherche, ces trois mouvements conservateurs du christianisme aujourd'hui, de la chrétienté aujourd'hui dans le monde? Mais en tout cas, ce que la recherche montre ces dernières années, c'est clairement un regain des fondamentalismes de toutes les religions. Je dirais ça fait une trentaine d'années qu'effectivement, des mouvements beaucoup plus fondamentalistes émergent et se déploient et se développent dans le monde entier. Et c'est vraiment un mouvement qui est global. Et ils naissent de quoi, en fait? De citoyens, on le verra avec François, évidemment, de politique, le lien est très ténu. Mais selon vous, dans les recherches, de quoi naissent-ils? D'un malaise général et alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a des gens qui disent, et c'est évidemment multifactoriel comme toujours, que c'est des personnes précarisées d'un point de vue économique, mais ce n'est pas seulement cela, parce qu'on voit que ce sont des mouvements qui sont très puissants aussi dans la bourgeoisie, dans la grande bourgeoisie, voire même dans certaines formes d'aristocratie. Donc c'est un malaise à l'égard plutôt d'une société que ces mouvements trouvent trop libérale. C'est surtout un mouvement contre le libéralisme. Ça, on le verra avec François aussi. Et donc, vous avez pointé qu'effectivement, ces mouvements naissent beaucoup aux États-Unis, en Russie, et puis dans une Italie, un Vatican de Jean-Paul II qui a remis une couche. Est-ce que vous confirmez ces
ces piliers? Je confirme tout à fait, avec quelque chose dont on va peut-être reparler, quelque chose qui est quand même complexe pour nous à observer, c'est qu'ils sont très bruyants, ces mouvements, mais on ne sait pas toujours très bien les quantifier. On ne sait pas s'ils sont très nombreux. Ils sont très bruyants, ils ont les moyens économiques de se faire entendre, ils ont les moyens économiques d'être très présents et très visibles partout où c'est possible, mais on ne sait pas très bien à quel point ils sont représentatifs. Alors justement, François, c'est ce que vous avez étudié. Donc voilà, les origines, on en a parlé. Ils utilisent des méthodes, c'est aussi le but de votre ouvrage, qui sont reprises d'ailleurs. Ils copient clairement des méthodes, par exemple, des ONG, vous dites. Mais comment avez-vous quantifié les organisations actives? Par exemple, aux États-Unis, vous citez Citizen Go, One of Us, Tradition, Famille, Propriété. Il faut aussi se méfier des intitulés, dites-vous. L'Institut européen des sciences sociales, par exemple, est à un caractère religieux intégriste, alors que l'intitulé, Institut européen des sciences sociales, c'est plutôt... Voilà, tout à fait soft. Comment avez-vous pu quantifier les mouvements et ces organisations actives? Alors, d'abord, je suppose pour dire sur ce qu'a dit Cécile, et qui est important, qui est lié à la question, c'est-à-dire, ils sont difficiles à quantifier parce qu'ils ne sont pas en lien avec l'Église institutionnelle, par exemple. Ou alors, ils ont des liens, mais enfin, ce n'est pas... Lorsqu'on parle de l'Église catholique, par exemple, Jean-Paul II a clairement donné une impulsion à cette direction conservatrice, mais après, ces mouvements dont j'ai parlé, ces mouvements fondamentalistes, disons, ou intégristes, ne sont pas toujours liés, officiellement en tout cas, avec l'Église catholique. Enfin, ces liens sont assez complexes. Pas partie de l'organigramme, en quelque sorte. Donc c'est pour ça, là, mon livre porte plutôt sur ces mouvements fondamentalistes, plus que sur les religions en tant que telles, ou sur les églises en tant que telles. Donc là, il faut bien un peu essayer de distinguer les deux, même si ce n'est pas toujours aussi évident. Du coup, il y en a nombre. Est-ce parce que Cécile disait on ne sait pas très bien les quantifier? Oui, justement, la représentativité, là, c'est difficile à dire, bien sûr. Évidemment, ils revendiquent des chiffres importants. Par exemple, Citizen Go, qui est une organisation basée en Europe, revendique 15 millions de sympathisants, ce qui paraît un peu exagéré. Leur campagne ont des soutiens dans l'ordre de 50 000 signatures, des choses comme ça. Et aussi, c'est difficile de quantifier leur nombre, car justement, il ne s'agit pas d'églises au sens de l'Église catholique, au sens d'églises chrétiennes, protestantes, constituées, pouvaient avoir tant et tant de fidèles dans telle ou telle branche du protestantisme aux États-Unis. Ce sont des organisations qui sont assez petites, qui revendiquent parfois un certain élitisme, et qui cherchent à influencer le droit. Par exemple, si on prend le Centre européen pour le droit et la justice, qui est la branche européenne du Centre américain pour le droit et la justice, donc American Center for Law and Justice, ce sont des organisations qui ont des employés, des avocats, et qui sont spécialisés dans les recours devant les tribunaux pour tenter de faire changer le droit, par exemple, ce qui concerne le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc ils essaient d'agir sur le droit par des interventions devant les tribunaux, mais ce ne sont pas forcément des mouvements de masse, ni des églises au sens qui fournissent des cultes, des choses comme des services, disons, plus spirituels. Ce sont vraiment des organisations politiques fondamentales. Ils ne veulent pas de fidèles, ils veulent changer la société et les politiques de l'intérieur et de la base. Donc ce ne sont pas des églises au sens qui fournissent qui ont des cultes, des services spirituels, etc., ce qui est tout à fait respectable dans ce sens. Mais ce sont des organisations politiques fondamentalistes. Alors Cécile, quel distinguo on peut faire alors entre la foi, la religion et, je dirais, l'action politique de ces mouvements qui veulent changer nos sociétés? C'est toute la difficulté pour les sciences des religions, c'est effectivement de faire la différence entre tout cela, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ça devient très très complexe de faire la différence, même pour un seul individu, entre la croyance, l'adhésion à une religion, l'adhésion à un discours, parce qu'il y a des gens qui adhèrent effectivement au discours de ces mouvements, mais qu'on ne verra jamais à l'église, et qui peut-être vont de temps en temps signer une pétition, mais quel est leur engagement religieux? Est-ce qu'ils croient encore? C'est très difficile de le savoir. C'est extrêmement difficile de faire la différence entre la croyance, aujourd'hui, la foi, l'adhésion. Mais est-ce qu'il y a un réel danger
danger entre, voilà, les politiques pourraient changer. Dans certains pays, on va revenir avec François, la Pologne, la Hongrie, bon voilà, ce sont quand même des pays qui ont déjà interdit ou quasiment interdit l'IVG, le mariage pour tous. Bon, il y a un réel danger. Est-ce que avoir en plus la communauté de chrétiens, de croyants, je dirais, de gens qui ont la foi ralliés à ces mouvements-là est encore un danger supplémentaire? Est-ce qu'il faut ouvrir l'œil? Parce qu'on ne va pas non plus stigmatiser aujourd'hui le croyant qui nous écouterait ou qui aurait foi en quelque chose. Et ces mouvements qui veulent véritablement faire barrage à une société plus libérale et plus droit de l'homiste. Est-ce qu'il y a un réel danger ou pas? Est-ce que finalement, ça passera comme le reste? Alors, en lisant le livre de François Finck, je trouve qu'il met en lumière 3 phénomènes extrêmement intéressants, parce qu'effectivement, il démontre que les choses sont quand même extrêmement complexes à quantifier. Et quand on ne quantifie pas un phénomène, il est évidemment difficile de s'y attaquer. Oui. Alors, il me semble qu'il montre très bien que la propagande se fait par la bataille des mots. C'est une bataille des mots qui se fait essentiellement par les réseaux sociaux et par Internet. On ne sait pas qui est derrière les réseaux, on ne sait pas qui est derrière les sites Internet, on ne sait pas qui les lit. Il y a effectivement un discours complotiste avec par les liens Internet, tout est assez diffus. Donc là, il y a effectivement une espèce de nébuleuse qui est extrêmement difficile à quantifier et même à décrire. En cela, votre travail est vraiment utile parce que vous avez quand même essayé et vous y êtes parvenu de voir qui fait quoi. Même si on n'a pas les noms derrière, au moins on a les noms. Et C'est vrai que c'est difficile à décrire même, simplement. C'est tellement diffus, comme vous dites, que c'est une des principales difficultés, effectivement. Un autre angle d'attaque qui n'est pas facile non plus à vraiment décrire, c'est toute cette bataille internationale, supranationale même, de ces groupes pour pouvoir devenir des interlocuteurs auprès des ONG. Mm-hmm. Là aussi, c'est quelque chose qui échappe complètement aux citoyens et aux citoyennes. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et alors, une autre question que vous posez et que je trouve extrêmement importante dans le débat actuel, c'est ce combat dans le cadre de la judiciarisation où tout se passe dans les tribunaux et le citoyen ne voit pas du tout ce qui se passe. En fait, il n'y a plus de débat parlementaire. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, je trouve. François, une réponse à cela justement. Donc, Cécile l'a bien dit, les stratégies, les méthodes de ces groupes fondamentalistes sont d'inspiration des ONG. Cécile l'a dit. Donc, le langage, on ne s'affirme plus croyant véritablement, mais même droit de l'homiste, en fait. En Europe, aux États-Unis, on peut encore dire effectivement que voilà, fait référence à la croyance. Ici, en Europe, justement, ces groupes-là utilisent le langage droit de l'homiste, ce qui est très dangereux parce qu'on pourrait complètement s'y perdre. Et puis, parlez-nous aussi donc de ces travaux sur les participations aux travaux des organisations internationales et toute cette campagne politique juridique. Comment s'y prennent-ils? Comment arrivent-ils à percer justement ces milieux-là? Alors oui, donc il y a 2 choses dans la question, 2 points très, très importants. Effectivement, le premier, c'est le langage des droits de l'homme qui est utilisé et détourné par ces organisations. Mmh. Ce que je montre, c'est que certaines organisations, parmi les plus traditionnalistes, comme le réseau Tradition, Famille, Propriété, ou certaines organisations états-uniennes utilisent ouvertement un langage plus religieux. Ils disent clairement dès l'abord qu'ils sont faith-based, c'est-à-dire qu'ils sont des organisations religieuses basées sur la foi, et leur but est de défendre les parties religieuses et la famille, etc. Parce que là-bas, on peut le dire. Là-bas, on peut le dire, ils annoncent la couleur, dans le sens que l'argument religieux touche encore, parle à un grand nombre de personnes encore, quand même. Alors qu'en Europe, ce genre d'argument ne toucherait plus grand monde, surtout en Europe occidentale, disons. C'est pour ça qu'ils sont discrets et choisissent des noms comme Centre pour le droit et la justice, pour l'engagement citoyen, comme Citizen Go, c'est vraiment l'engagement citoyen. Citizen Go, j'avoue que là, je me serais reprendre. Si je vois une publication sur un réseau social Citizen Go, je pourrais même plus aujourd'hui, grâce à vous, François. Ah oui, donc voilà, une réforme de ceci ou cela, grâce à Citizen Go, l'engagement citoyen, des citoyens simples, pas les élites. Les élites de l'Europe. Oui. Disons, dans leur bulle, etc. Enfin, donc, effectivement, on a cette sorte de dissimulation, en quelque sorte. Mais également, ça va plus loin, parce que certaines organisations reprennent ouvertement les principes, par exemple, prétendent se baser sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Alors carrément, il ne doute de rien, comme carrément, on dit. oui. Alors, ou sur le préambule, par exemple, du Conseil de l'Europe, qui parle de la démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux, etc. Alors, ce qui est complètement... bon, je ne vais pas vous... Par exemple, je ne vous apprends rien si je vous dis que le Centre d'action laïque se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour nous, dans le mouvement laïque, un document de référence qui proclame justement l'universalité des droits de l'homme. Alors que là, nous avons des mouvements fondamentalistes d'inspiration religieuse qui veulent justement limiter les droits fondamentaux à certaines catégories de la population. Donc, bien sûr. Donc ici, on a quelque chose qui est vraiment très, très dangereux parce qu'on peut... Voilà, le simple citoyen peut se laisser prendre à des organisations qui prétendent simplement défendre des droits fondamentaux, rien de plus. Le simple citoyen et des organisations internationales et des tribunaux. Effectivement, donc ils ont les moyens, ils ont des avocats derrière eux qui connaissent toutes les ficelles. Tout à fait. Donc là, ça dépend aussi des cas des organisations internationales. Par exemple, au Conseil de l'Europe, c'est quand même plus difficile parce que là, il y a quand même un certain contrôle qui est fait. Donc, mais par contre, aux Nations Unies, au Conseil économique et social, évidemment, certaines organisations ont réussi à obtenir le statut consultatif, ce qui leur donne le droit de participer aux travaux de ces organismes et qui donne surtout une certaine respectabilité. Si vous voyez sur le site reconnu comme partenaire, c'est du consultatif auprès de les Nations Unies, ça fait bien, quoi. Ça fait respectable, ça fait... donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à obtenir. Mais oui, exactement, ils ont des avocats, et ils ont des gens qui connaissent très bien toutes les ficelles de ces relations internationales, du droit international, ça se voit. C'est une mode, je pense, une technique qui est partie sans doute des États-Unis. Aux États-Unis, les grandes ONG qui étaient d'abord de gauche et progressistes, comme l'ACLU, American Civil Liberties Union, donc l'Union américaine pour les droits civiques, qui a combattu pour l'émancipation des Afro-Américains, l'égalité des droits, la fin de la discrimination raciale dans les années 60 et 70. ont aussi utilisé, on les premiers à utiliser ce genre de méthode d'action devant les tribunaux, de guérilla judiciaire, de pétitions, etc., pour obtenir pour que la Constitution des États-Unis soit réellement appliquée à tous. Mais ces mouvements conservateurs ont repris ces techniques dans un sens complètement opposé. Alors, vous faites un lien aussi avec la politique et, comme le disait Cécile, avec une idée transnationale. Alors, vous évoquez une conférence qui a eu lieu en février 2020 à Rome, au nom évocateur. Dieu, honneur, pays, le président Reagan, le pape Jean-Paul II et la liberté des Nations Unies, conférence du conservatisme national. C'est évidemment effrayant. Ils étaient tous là, on va dire, les Viktor Orban, les Poutine, l'extrême droite italienne. Donc, on pourrait dire que ces mouvements fondamentalistes ne sont pas liés, ne sont pas politisés, mais en fait, si, ils sont évidemment liés à toute... C'est ça qui est effrayant aussi, à toute une extrême droite qui est en train de monter. Tout à fait. Alors, pour prendre, Poutine n'était pas là personnellement, mais il a ses envoyés, gens proches de lui. Mais effectivement, des réunions comme celle-ci, il y en a assez souvent. Il y a aussi les World Congress of Families, donc les congrès mondiaux pour la famille, qui sont des organisations, qui sont des réunions organisées régulièrement, en tout cas avant le Covid, tous les 2 ans, il me semble, ou même tous les ans, qui rassemble effectivement tout le gratin, si j'ose dire, de ce mouvement. Et donc là, on voit clairement les liens transnationaux, parce qu'il y a les évangéliques américains, les catholiques, disons, en tout cas fondamentalistes d'Europe, et des émissaires russes qui sont là et qui échangent sur la nécessité de défendre la famille traditionnelle face aux... Oui, donc clairement pour Poutine, Orban, Trump avant, c'est un outil de pouvoir, très clairement. Oui, clairement. Ces organes fondamentalistes sont des outils de pouvoir pour ces grands-là. Tout à fait. Bon, pour Poutine, par exemple, c'est très clair que c'est un outil de pouvoir chez lui. En Russie, il y a une alliance avec l'Église orthodoxe qui est clairement un outil de pouvoir. Ça, c'est très ancien, ça, c'est pas nouveau. C'est une manière tout à fait cynique et instrumentale de traiter la religion comme un des moyens d'essayer de contrôler la population. Religion opium du peuple, disaient certains. Et à l'étranger, ce sont des moyens de déstabiliser les démocraties occidentales. Comme il soutient également les partis d'extrême droite. Il soutient également aussi ces mouvements fondamentalistes. Cécile van der Pelen, dans le centre de recherche auquel vous collaborez,
Qu'analysez-vous? Que cherche-t-il? Que cherchent ces mouvements religieux-là? Un retour en arrière, très certainement, un retour à la famille, un retour à la place de la femme. Bon, on le voit avec l'interdiction dans beaucoup de pays de l'IVG, par exemple. Donc, maintenir la femme sous une coupe, la laisser à la maison. Est-ce que ces structures anciennes ressurgissent aujourd'hui? C'est ça qu'il cherche? Mais je trouve que le livre de François Finck montre bien que l'objectif de cette alliance, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, politique et religieuse, c'est de rétablir une forme de théocratie. Donc, des nations, des États où le droit religieux, ce qu'ils appellent le droit naturel, avec tous les guillemets que je vais y mettre moi, évidemment, qui serait au-dessus de la loi des hommes. C'est la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. C'est ça qu'ils veulent, tout simplement. C'est pas très très complexe. Et ils sont prêts à beaucoup. Et ce qui est là où ils jouent un jeu extrêmement dangereux, c'est que c'est pas évident que les religions et les religieux, les religieuses, les croyants, les croyantes vont les suivre. Parce qu'ils jouent le jeu du politique qui n'est pas... l'histoire a montré que ce n'est pas un jeu qui est forcément gagnant. C'est vrai, il y a un petit peu d'espoir alors. Par exemple, pour la place de la femme, vous l'étudiez aussi, vous, la place de la femme. Il y a beaucoup de femmes croyantes, il y a beaucoup de femmes qui ont une participation active au sein de la chrétienté, du catholicisme, dans les églises, dans la structure même de l'église, mais sans pouvoir. Donc elles travaillent beaucoup, elles sont là, mais elles sont là quand même dans l'ombre, on va dire. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans les religions ? Alors c'est un très très vaste sujet, évidemment, mais d'une manière générale, dans les 3 religions monothéistes, les 3 religions du livre, on peut dire que les femmes sont très très présentes, très actives, mais n'ont que des places très 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 inférieures au sein des autorités véritablement. C'est là évidemment que le bas blesse. Alors ce que les religions, mais pas, c'est pas valable pour toutes les religions. Il y a maintenant, il y a des imams, il y a des rabbines, chez les anglicans, il y a aussi des femmes prêtres. C'est surtout dans le catholicisme qu'il y a un vrai barrage. Mais des voix s'élèvent là avec ces derniers jours, avec le scandale qui frappe la France et l'Église catholique française dans les abus sur les enfants, où certains disent, bon voilà, maintenant il va quand même peut-être falloir donner un petit peu de pouvoir aux femmes dans cette Église-là pour régler certains soucis. Vous y croyez, vous Je n'y crois pas parce que c'est pas du tout une nouveauté. Des femmes qui essayent d'obtenir cela, des catholiques, des chrétiennes qui luttent pour obtenir le droit de parler, le droit d'être entendu, le droit d'être prêtre. Ça existe depuis au moins les années 60. Et elles n'ont toujours rien obtenu. C'est vraiment une fin de non-recevoir que l'Église leur renvoie. Donc je n'y crois pas. L'Église catholique serait parmi les églises et les religions les plus rétrogrades, en quelque sorte. Si on voit la place de la femme, en tout cas. Si on voit le catholicisme comme uniquement l'Église, oui. Mais le catholicisme, c'est beaucoup plus pluriel que ça. Et vous avez plein de mouvements extrêmement dynamiques, très progressistes à certains égards, qui se revendiquent du catholicisme, mais qui repoussent complètement hors de leur univers le clergé, qui pour eux est une bande de vieux... Voilà, c'est une gérontocratie qui ne les intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, les églises se vident. Mais vous dites aussi que, par contre, sur Internet, on fait religion et on fait communauté religieuse. Voilà, je pense qu'on se trompe en voulant quantifier, décrire la religion, les pratiques et les croyances, en utilisant le critère qu'utilisaient les catholiques qu'utilisent les catholiques depuis des décennies, c'est-à-dire qui va à l'église. Ça, c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est plus. Ça, c'est François Finck, une réflexion. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec ces analyses. Mais aussi, pour rebondir à ce qu'on disait avant, par rapport au succès de ces mouvements, voilà, il ne faut pas du tout
voir, imaginer les croyants, les fidèles de telle ou telle religion suivre comme un seul homme ces mouvements fondamentalistes. Bien entendu, on est loin de là, heureusement. Enfin, les fidèles, les croyants sont des citoyens qui en gardent leur autonomie et leur libre arbitre. Hein, et donc, leur audience parmi les croyants est aussi très difficile à quantifier. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a un espoir dans le sens où ce n'est pas du tout... Enfin, leur influence sur les croyants, disons, sur les personnes qui adhèrent à telle ou telle religion n'est pas du tout aussi évidente. Et effectivement, il existe au sein même des religions des mouvements progressistes qui s'opposent à ces menées des fondamentalistes. Si on prend l'exemple de la Pologne, par exemple, où les fondamentalistes ont réussi à obtenir une influence politique démesurée. Oui, tout à fait. Rappelez les mesures. Donc, le principal, c'est la quasi-interdiction. Je dis quasi-interdiction, il y a encore deux petites exceptions, mais enfin, de fait, c'est quasiment interdiction de l'IVG par le tribunal constitutionnel polonais, mais qui qui est sous le contrôle du pouvoir exécutif depuis soi-disant réformes du système judiciaire. C'est la principale mesure, il y en a d'autres, mais enfin là, c'est vraiment ce qui a causé le plus grand scandale, le plus grand choc, disons. La plus grande opposition. Mais en Pologne, il y a également des mouvements de laïcs, de gauche, progressistes, qui sont toujours au sein de l'Église, se définissent toujours comme catholiques, mais sont extrêmement critiques envers, non seulement évidemment les fondamentalistes, mais également envers les hiérarchies de l'Église, envers les évêques polonais. Donc on a des contestations dans l'Église, dans les églises, disons. Lueur d'espoir. Et vous disiez aussi, dans les campagnes, dans les petites villes, les gens manifestent, les simples citoyens ou croyants manifestent et osent s'affronter. Enfin, croyants ou non, après c'est vrai que c'est difficile de dire. Il y a aussi... ça, c'est un des autres éléments et qui est peut-être aussi une explication de ces mouvements fondamentalistes, c'est qu'on assiste à une laïcisation, à une sécularisation des sociétés. Également en Pologne, par exemple, il y a un mouvement de fond de sécularisation de la société. Alors peut-être que c'est pas très visible encore actuellement, la Pologne passe toujours pour un bastion catholique, mais il y a un mouvement de fond qui est vraiment de sécularisation. De moins en moins de gens vont à l'église, parmi les jeunes générations surtout c'est très visible. Surtout parmi les jeunes femmes. Ah oui, à force d'interdire tout. Justement, il y a une réaction qui se fait. Donc c'est un mouvement... Enfin, cette interdiction est déjà, à mon avis, une réaction à un mouvement de fond qui est plus ancien, mais ça crée ensuite... ça ne fait qu'accélérer cette sécularisation. Et donc, de plus en plus de gens qui quittent l'Église. Cécile van der Pellen. Oui, j'avais envie de revenir à cette idée vraiment importante que développe ce livre, c'est... Si on pose la question, mais qu'est-ce qui est inquiétant dans tout ça? C'est l'opacité. C'est qu'il n'y a pas... les débats de fond, les débats de contenu ne se passent pas au Parlement. Et jusqu'à ce jour, l'opinion publique et la démocratie, ça marche main dans la main par des débats au Parlement et dans la presse. La presse, il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent le journal. Tout se passe sur les réseaux sociaux et dans les tribunaux. Ça c'est un peu inquiétant. Alors, avant que ce soit vraiment trop inquiétant, avant qu'il ne soit plus possible de faire marche arrière, il faut s'informer, il faut lire le livre de François Finck. On arrive déjà à la fin de cette émission et il y aura encore tellement de choses à dire, François, mais merci de nous éclairer déjà. Merci Cécile van der Pellen d'être venue également nous éclairer. On le rappelle, Les croisés de la contre-révolution, origine, méthode et résistance, un livre de François Finck aux éditions Liberté, j'écris ton nom, du Centre d'action laïque. Merci Cécile. Merci. Merci François. Merci. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. On vous souhaite une belle fin de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Bonne soirée.